Tente Village Semence. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio et on est au Salon de l'Agriculture. Et alors au Salon de l'Agriculture, il y a beaucoup de monde et on a la surprise de voir passer Rachida Dati. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes arrêté sur le stand de Sud Radio, oui. C'est sympa. On m'a laissé entrer. On vous a laissé rentrer. Candidate à la mairie de Paris, évidemment. On vous entend, on vous voit. Qu'est-ce que vous êtes venu faire au Salon de l'Agriculture? Alors avant, je venais comme parlementaire européen, je venais soutenir nos agriculteurs, nos éleveurs, et notamment, je me souviens avoir eu un combat pour qu'on reconnaisse l'agneau de Sisteron, parce que pour mon ami Daniel Spagnou, qui est maire de Sisteron, et aujourd'hui comme candidate à la mairie de Paris, parce que c'est une partie aussi de mon programme, je suis venue rendre visite aux animaux domestiques, parce qu'il y a quand même les chiens, les chats, et c'est un véritable enjeu à Paris. Pourtant les autres candidats, on les a pas vus au salon. Mais moi, je suis partout. Oui, vous êtes partout. Oui, Sophie de Menton. Non, moi, je voulais demander, j'ai appris que Rachida avait un chien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Paname. C'était avant la candidature ou vous l'avez pris pour faire campagne? Alors, je peux vous dire, vous l'avez pris pour faire campagne? Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Luc? C'était un peu facile. Non, vous êtes de mauvaise foi. Parce que je vais vous raconter l'histoire, parce que le pédiatre de ma fille m'a dit que ça serait pas mal qu'elle ait un chien. Ça détend, ça rassure pour les enfants un petit peu angoissés. Et donc, on a pris ce chien l'année dernière et c'était l'année du P. Ah voilà. Pour les prénoms. Ça aurait pu être Paris, mais voilà. Paname, c'est quoi comme chien? C'est quoi comme race de chien? Un carlin. Un carlin, d'accord, c'est très mignon. Et oui, alors j'ai une question par rapport au programme de Rachida sur la ville de Paris, en matière d'éthique politique, conflit d'intérêts, en tout genre. Qu'est-ce que vous proposez pour éviter ce genre de choses qui se reproduisent trop souvent? On se connaît parce qu'on a fait des débats ensemble et vous avez raison parce que vous avez écrit d'ailleurs un livre sur ces sujets. Moi, je peux vous dire que sur l'éthique, c'est aussi un comportement. Parce qu'on a des déclarations, donc on fait une déclaration à la haute autorité, on fait une déclaration au déontologue auprès de la mairie de Paris. Par exemple, moi, comme conseiller de Paris, je fais une déclaration de patrimoine, d'intérêt financier. On a même une déclaration sur l'utilisation des frais de représentation. Et je trouve ça totalement juste et normal. Quand j'étais parlementaire européen, de la même manière. Et c'est vrai que même moi, je suis, comme vous le savez, avocate en dehors de mes fonctions. Et effectivement, quand vous prenez un dossier ou quand vous avez effectivement des honoraires, tout ça est déclaré et transparent. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. C'est vrai qu'il y a des politiques qui peuvent vivre ou de la politique ou vivre même sans revenu. Ça n'est pas mon cas. Donc moi, je mets un point d'honneur à travailler, être indépendante de la politique, parce que comme ça, mes choix sont des choix libres. Et moi, je voudrais poser une petite question sur les animaux à Paris. Parce que, non, mais on est au Salon de l'Agriculture. Premièrement, il y a des marchés. Moi, j'adore les marchés. D'ailleurs, je vous ai vu faire des marchés. Les agriculteurs donc viennent eux-mêmes encore à Paris, se rendent à Paris. D'abord, j'aimerais savoir comment ils vont finir par arriver à Paris, étant donné qu'il n'y aura plus de voitures. Peut-être qu'ils viendront à Dodane. Et j'aimerais, il y a aussi énormément de Parisiens qui ont des animaux, qui ont des chiens. Ça fait partie de la problématique de la salle de la propreté, de la propreté de la ville. Et donc, par rapport à tout ça, à tout simplement la vie des gens, les animaux domestiques, tout ça, Alors sur les animaux domestiques, moi je fais un arrondissement où on en a beaucoup, compte tenu aussi de la sociologie de l'arrondissement. Par exemple, moi j'ai un voisin qui avait perdu son épouse, effectivement il a un chien avec lequel il se promène, ça l'oblige à une activité. Je trouve ça très pertinent et je respecte ça. C'est vrai qu'on a la lutte contre les déjections canines dans la rue, ça aggrave évidemment les problèmes de saleté. Moi j'avais mis effectivement un peu de civisme, qu'on puisse verbaliser ceux qui ne ramassent pas les déjections canines quand effectivement leurs chiens ou leur type d'animaux dans la rue. Simplement, moi j'ai aussi, quand il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas se baisser, qui ne peuvent pas ramasser, donc on avait fait un partenariat avec une association qui distribuait des sacs et qui pouvait effectivement accompagner dans ce cas-là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, moi j'ai mis un espace canin qui est dans le 7e arrondissement pour que les gens puissent promener leurs chiens ou leurs chats dans une ambiance où ils ne soient pas obligés d'être soit rejetés, soit être dans le stress, qu'on puisse leur dire c'est pas un endroit pour les animaux. Il y a des moutons, il y a des moutons en Champagne. Justement, c'est un sujet.
parce qu'on a fait une première, j'allais dire presque en France, mais en tout cas à Paris. On a l'avenue de Breteuil, et puis on a fait la tonte des pelouses avec des éco-moutons. Et donc, on a des petits moutons de Ouessant qui sont destinés à ce type d'opération, qui sont sur l'avenue de Breteuil. Il y en a aussi sur le périph', j'en ai vu quelques-uns sur le périph' parisien. Oui, sur les bords, il y en a un petit peu partout. Dominique, vous aviez une question. Il y a un fait qui est nouveau, c'est le thème de la propreté, de la saleté à Paris. Pour moi, il n'a pas été nouveau, il est dans mon programme depuis quelques mois. Non, mais je veux dire nouveau par rapport aux précédentes campagnes municipales. Ah oui, ça c'est vrai. Comment expliquez-vous que Paris soit devenu objectivement une ville aussi sale? Alors, si je peux rajouter juste un petit mot, c'est que la grande majorité de la gestion des ordures ménagères est assurée par le secteur privé. Donc on aurait pu s'attendre à ce que le secteur privé fasse un travail correct. Alors, il y a plusieurs choses. Non, d'abord, non. Alors, je suis pas totalement d'accord avec vous. Je vais vous expliquer. D'abord, la ville est de plus en plus sale parce qu'il y a eu de plus en plus de laisser-aller. Ça, faut reconnaître que la mairie de Paris n'a pas réorganisé sa direction de la propreté. Propreté, c'est le nettoyage et la collecte des ordures. Ça n'a pas été réorganisé depuis 2001. C'est 7000 agents, 5000 agents, évidemment, sur la voie publique. Il faudrait effectivement que ce soit beaucoup plus. Donc, pas de direction, pas d'instruction, pas de vision. Parce que comme vous le savez, pour nettoyer une ville, moi je l'ai vu dans d'autres villes européennes, il y a plein de nouvelles technologies. Il y a plein de nouveaux outils, notamment la mécanisation des tâches, mais aussi l'intelligence artificielle, où vous avez de la détection de poubelles pleines ou d'encombrants. Mais également, ce que n'a pas fait la mairie de Paris, parce qu'ils disent « Oh ben enfin, on est d'accord. Enfin, Madame Dati, on est ravis qu'elle soit d'accord avec nous. » J'ai demandé, parce que j'avais vu ça, vous savez, les poubelles compactantes. Vous pouvez stocker beaucoup plus d'ordures à l'intérieur et elles signalent quand c'est plein. Et donc ça, on va l'expérimenter sur le Champ de Mars. Mais parce que Paris, depuis 2001 notamment, et 2008 en l'occurrence, il y a eu une augmentation de la piétonisation. Donc on a augmenté la surface piétonne de plus de 30%. Donc c'est autant de surface à nettoyer. Je vais vous prendre l'exemple du 7e arrondissement. On a piétonisé les voies sur berge. Donc les agents qui nettoyaient l'intérieur du 7e arrondissement ont été monopolisés sur les voies sur berge. Ils passent leur temps à nettoyer ces voies sur berge. Vous en ferez quoi des voies sur berge si vous êtes élu? Au détriment du reste de l'arrondissement. Donc moi j'ai expérimenté quelque chose. Alors comme vous le savez, les maires d'arrondissement n'ont pas la compétence de la propreté, ni de la voirie d'ailleurs, ni de la personnalité juridique. J'ai pris une entreprise d'insertion et en fait elle complète le travail des agents de la ville. Quand les habitants me disent c'est sale ou il y a un encombrant, je les envoie nettoyer ou ramasser ce qui peut traîner. Mais c'est une expérimentation que je souhaiterais généraliser. Ça, c'est la propreté. Généraliser au niveau du Grand Paris ou de la ville de Paris? Non, mais la ville de Paris. La ville de Paris. Ouais. Ensuite, vous avez l'autre sujet, c'est la collecte des ordures. Et je sais parce que vous avez écrit sur ce sujet aussi, la collecte des ordures, c'est-à-dire qu'il y a un aspect idéologique. La mairie de Paris dit, oh là là, le privé c'est mal. Alors, on va faire quand même un peu de privé parce que ça peut être efficace. Et puis on garde un peu de régie. Et donc, qu'est-ce que ça a démontré, la grève, la collecte des ordures? L'inégalité des Parisiens face à la collecte des ordures. Moi, je suis un arrondissement, c'est privé. J'ai pas eu d'ordures dans les rues qu'on traînait pendant des mois et des semaines et des tonnes d'ordures s'agissant de certains arrondissements. Et donc, moi, je voudrais avoir un système homogène de collecte des ordures. Pourquoi le privé ou public? Justement, pourquoi le privé c'était efficace, Monsieur Touly? Pourquoi? Parce que dans la clause, vous le savez, dans les cahiers des charges, il y a une clause, s'il y a une grève, ils ont une obligation quand même de collecter les ordures. Il y en a eu sous Chirac et vous n'avez jamais eu d'ordures qui traînaient dans les rues, même en cas de grève. Et donc, il faut revoir ça. Simplement, les marchés publics tels qu'ils sont faits aujourd'hui à la mairie de Paris, ils n'ont jamais tenu le montant initial. Ils ont toujours amendé les marchés publics, donc il y a des gabegies. Il n'y a pas de contrôle, quoi. Voilà, je suis d'accord avec vous. Juste un mot sur les voies sur berge. Sur les voies sur berge, qu'est-ce que vous le schéma de la mobilité sous Delanoë, la lutte contre la pollution, c'était la lutte contre la pollution. Sous Madame Hidalgo, la lutte contre la voiture. C'est pas la lutte contre, c'est la lutte contre
contre la voiture. Et donc, les voies sur berge ont été fermées d'autorité sans calcul des reports de circulation. C'est pour ça qu'on a des endroits qui sont totalement engorgés et évidemment, on a fait augmenter la pollution. Et donc, le schéma de mobilité tel qu'il a été conçu à Paris a été fait tronçon par tronçon, quartier par quartier, sans aucune coordination et sans aucune vision globale. Moi, j'ai vu des experts de la mobilité, vous ne circulez pas dans les arrondissements de la même manière. Non, c'est sûr. Un petit peu quand même, un tout petit peu de voies sur berge, des petits tronçons. Alors, justement, moi j'ai des experts qui disent, est-ce qu'on ne peut pas rouvrir en fonction de certains horaires, en fonction... alors, nous, on n'y est pas, le schéma de mobilité n'est pas stabilisé. C'est pour ça que, simplement, par exemple, à Londres, en dehors du rush hour, vous pouvez utiliser les voies de bus si votre voiture est propre. On peut peut-être s'inspirer de choses qui marchent ailleurs. On a l'impression qu'à Paris, ça n'est que de la contrainte, que de la punition. Alors, pour les Parisiens. Kevin Bossuet avait une question. Oui, enfin, c'est pas une question. Moi, j'aimerais dire merci à Rachida Dati. Moi, je suis parisien, je suis un électeur de droite et je vois Rachida Dati en train de nous redonner espoir. C'est quelqu'un qui parle juste sans tomber dans la vulgarité, qui parle vrai sans tomber dans un affreux populisme. J'ai beaucoup aimé votre courage politique quand vous avez abordé la question d'Angela Merkel et des frontières. Donc, je voudrais vous dire merci. Et j'ai juste une petite question sur le logement, notamment à Paris. Parce que moi, je suis un jeune enseignant, donc c'est très compliqué de se loger. Je pense également à tous ces étudiants qui ne peuvent pas se loger parce que c'est très très difficile, ça coûte beaucoup trop cher. Que comptez-vous faire pour régler ce problème? Alors sur le logement, c'est vrai, c'est une réalité. Simplement, la politique de Mme Hidalgo, ça a été sans cesse de déstabiliser le marché de l'immobilier. C'est comme ça qu'on fait flamber l'immobilier. Ils se plaignent du prix de l'immobilier, mais c'est une grosse recette dans le budget de la mairie de Paris. S'ils n'avaient pas les droits de mutation, le déficit qui est aujourd'hui, mais colossal, serait encore beaucoup plus colossal que la réalité. Dernière question. Sur le logement, sur le logement. C'est important. Le logement social, moi je suis une enfant du logement social. Le logement social, ça favorise la mixité. Madame Hidalgo a fait du logement social des lieux de ghetto, du logement social dégradé, c'est-à-dire qu'à l'ouest, elle a fait une politique idéologique, on achète cher, on ne fait pas des appartements adaptés, et puis c'est une politique de punition des gens de l'ouest, et à l'est, on fait de la densification pour punir, pour mépriser les gens de l'Est. Sur le logement social, je vous invite à lire, je l'ai dénoncé dimanche dernier, l'article du Canard enchaîné. 2 scandales sur le logement social. D'abord, Madame Hidalgo fait du logement social, elle dit aux bailleurs sociaux, avancez-moi des dizaines d'années de loyer. Elle a récupéré depuis 2016 1,5 milliard d'avance de loyer. Et ça, c'est le manque à gagner pour le futur maire de Paris. Il manquera déjà 1,5 milliard dans la caisse. Et ça a servi à quoi cet argent? À boucher une partie du trou de la dette. Pas du tout à construire, pas du tout à rénover le parc, pas du tout à réhabiliter le parc. Moi, cet argent, j'aimerais l'avoir pour construire, réhabiliter et évidemment rénover. Mais le point sur les étudiants, vous avez raison, dans le 7e, contrairement à ce qui a été dit, moi j'ai accepté du logement social dans le 7e. Pourquoi? Vous en avez très peu. Mais parce qu'il y a peu de foncier. Et donc, moi j'ai accepté, mais je veux de la mixité. Et là, vous avez raison, par exemple, on vous met du logement social très très bas, mais qui ne correspond pas aux demandeurs ou à la sociologie. Mais là, par exemple, le siège du conseil régional a été vendu à AG2R. La mairie de Paris, pensant me punir, elle m'a mis du logement social, 116 logements, niveau très 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 bas. Moi, je suis allée négocier avec le promoteur, je veux du logement social, ok, très bas, ok, mais pour des étudiants, il y aura 116 logements sociaux étudiants au cœur du 7e arrondissement. C'est ça la mixité. C'est pas allez, c'est fini. Je suis désolée, non, il n'y a pas de dernier point.